on a tout compris de ce qu'était un conseiller. Et finalement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un consultant ? Et pourquoi est-ce qu'on emploie le mot anglais, consultant, consultant ? C'est pas un mot français. Et pour ça, je vais essayer de retracer un petit peu l'historique du consulting, du consultant, qui a des racines qui sont très récentes et qui sont américaines, d'où l'utilisation du mot anglais. Alors qu'est-ce qu'un consultant ? C'est vrai que c'est une jungle, une faune très hétérogène, d'individus qui font des choses radicalement différentes. Il y en a qui font du marketing, il y en a qui font du conseil en recrutement, en SI, en accompagnement des transformations, d'autres qui sont spécialistes du re-engineering, etc., etc. On a comme ça énormément de gens qui ont des profils variés et différents. Certains qui travaillent dans des grands cabinets internationaux, qui sont généralistes, d'autres qui, au contraire, sont dans des toutes petites structures. Si bien qu'en fait, on a un écosystème gigantesque et c'est assez difficile de trouver un dénominateur commun. Alors, le dénominateur commun, c'est, Michael l'a assez bien expliqué, en fait, c'est le fait que c'est une personne qui est extérieure à l'organisation et qui accompagne, aide l'organisation pour répondre à un problème, répondre à une question, éventuellement créer de la valeur. Et c'est tout. Le point commun, il ne va pas au-delà de ça. Mais le consultant, dans la représentation qu'on en a, on s'imagine tout de suite le gros cabinet derrière, etc. C'est une industrie qui est née il y a assez peu de temps, qui est née en fait avec le management. Donc le management, vous voyez là, je ne sais pas si vous connaissez cet homme-là, ça vous dit quelque chose ? Non ? Oui, c'est Peter Drucker. Donc Peter Drucker qui est le maître à penser du management, qui a, on peut dire, vraiment inventé la discipline académique du management à partir des années 30-40, et puis qui en a fait une discipline maître à part entière. Il faut savoir que les écoles de management, elles sont très très récentes. La toute première, et c'était vraiment un dinosaure, c'est la Wharton School en Pennsylvanie en 1881. Et ensuite, il faut attendre 1908 pour que Harvard Business se crée. Et puis la plupart des écoles de management, elles datent de bien après. Elles datent des années 30, des années 40, et puis après, surtout des années 60. Donc, comment est né le management ? Le management est né de l'existence très récente d'un marché de masse aux États-Unis. Et l'existence d'un marché de masse aux États-Unis, il a fallu attendre les chemins de fer. Il a fallu attendre 1869 pour qu'on relie les deux parts, pour qu'on relie l'Atlantique et le Pacifique, l'Atlantique et le Pacifique. Il a fallu donc des très très grosses sociétés se créer pour construire ces chemins de fer. Et puis ensuite, ça a élargi énormément le marché. Puis associé à d'autres innovations comme le télégraphe, tout d'un coup, le marché national, c'était les États-Unis dans leur intégralité, et plus seulement quelque chose de très, très localisé. Donc ça a donné naissance à d'immenses empires, notamment US Steel, qui a construit les rails, enfin construit, en tout cas donné le matériau pour les rails. Et puis à partir de là, on grandit d'énormes géants industriels. Alors AT&T, American Tobacco, enfin, tous les grands empires. Et pour ces grands empires, c'est posé une question fondamentale qui est comment est-ce que je peux continuer à croître quand je suis si grand et surtout que mon étendue, même géographique, est aussi grande. Et cette question, en fait, c'est une question que s'était posée l'Empire romain. Pour ça, il faut des intermédiaires, il faut des professionnels, il faut une organisation, une structure qui le permette. Et ces professionnels, c'est les managers. Et là, d'un coup, se crée une profession qui n'existait pas, parce que dans les entreprises d'avant, dans les entreprises traditionnelles anciennes, en général, la personne qui, de fait, manageait était en fait le propriétaire, était la personne qui créait la valeur, et pas un intermédiaire professionnel qui était venu rien que pour ça. Donc ça, c'est une invention très récente qui date donc vraiment de la fin du 19e siècle. Le meilleur représentant de ces managers professionnels, ça reste Sloan, qui est le PDG de General Motors pendant des décennies et des décennies, et qui est ce premier immense manager qui n'est que manager, qui n'est pas propriétaire de l'entreprise, et qui d'ailleurs, du coup, est très importante pour faire la liaison avec le conseil, avec le consulting, a développé cette relation de très long terme, cette relation fusionnelle symbiotique entre le manager et le consultant. D'ailleurs, le manager et le consultant, souvent, ce sont les mêmes, ils ont fait les mêmes écoles, et puis souvent, ces consultants, ils deviennent managers par la suite. Et ces managers ont besoin des consultants pour être légitimés, pour être parfois
voient valorisés dans leurs décisions, etc. etc. Donc une vraie symbiose qui se crée. Pour que le management devienne une industrie à part entière, il a fallu un petit coup de pouce du gouvernement américain. Petit coup de pouce est arrivé à la fin du 19e, en 1890 pour être exact, avec une loi qui s'appelle le Sherman Act et qui marque la naissance du droit de la concurrence moderne. Le Sherman Act donc, a mis fin aux très grands monopoles prédateurs. L'objectif de toutes les lois antitrust de la fin du 19e et du début du 20e siècle, c'est de casser des monopoles au comportement prédateur pour permettre à d'autres acteurs d'entrer sur le marché et puis pour protéger le consommateur déjà. Et donc à partir de ces lois antitrust, les ententes sur les prix et les manipulations des marchés étaient beaucoup moins faciles. Donc il a fallu vraiment concurrencer. Comment est-ce qu'on est meilleur que ses concurrents en étant plus efficace, en étant plus performant, en étant meilleur. Et là intervient donc le consultant dans le début de sa période de gloire. Donc le consulting devient une industrie. Il y a déjà un certain nombre de cabinets qui commencent à prendre leur place à la fin du 19e, au début du 20e siècle, et qui très vite maîtrisent à merveille tout l'art de perfectionner les process, d'optimiser le fonctionnement d'une entreprise, d'appliquer le taylorisme non plus à l'échelle individuelle, mais à l'échelle d'une organisation dans son ensemble. Donc c'est maîtriser tous les rouages et la manière de les faire fonctionner le mieux possible. Cet âge d'or se poursuit au XXe siècle. On peut bien dire que le XXe siècle est vraiment le siècle du consulting. Cet âge d'or, il atteint une apogée, on va dire, dans les années 60 avec la création du conseil en stratégie. Parce qu'avant, la stratégie, c'était quelque chose qui était vraiment réservé aux militaires. Alors il y avait des gens qui s'en étaient emparés, Clausewitz, etc. au XIXe siècle, mais enfin on l'appliquait pas vraiment à l'entreprise, pour la simple et bonne raison que la concurrence n'existait pas vraiment à ce moment-là. Et donc il y a un homme à qui on peut attribuer la paternité du conseil en stratégie, c'est un certain Bruce Henderson, qui a créé le BCG, le Boston Consulting Group, en 1963. Il était aussi, il écrivait très bien, donc il a énormément publié pour le BCG. Il a commencé à lancer cette grande tendance de ces gros cabinets comme BCG et puis McKinsey, évidemment, qui ont publié énormément, qui ont fait rayonner des outils très puissants. L'un de ces concepts, l'un de ces outils, c'est la courbe d'expérience que l'on doit aussi à Bruce Henderson et qui du coup invite les entreprises à se concentrer sur leur cœur de métier, à vraiment optimiser leur production. Donc la notion de concurrence prend toute sa place. Les entreprises en fait sont dans un état de guerre permanent, donc la nécessité des consultants en stratégie est d'autant plus forte. Et là aussi, cette symbiose entre les consultants et les managers, elle se poursuit, elle se renforce. Les années 70, les années 80, les années 90, ça se poursuit toujours de manière plus intense, jusqu'à demain, aujourd'hui. Il se passe quelque chose. Il y a un modèle qui est en train de prendre fin. Il y a cette symbiose qui est en train de prendre fin. Il y a tout un tas de choses qui commencent à se transformer. Les managers sont attaqués de toutes parts. La mode, c'est de s'en débarrasser. On parle des entreprises libérées. On se libère des managers. On veut s'en débarrasser. Les consultants aussi, ils ont mauvaise presse. Il y a beaucoup de blagues sur les consultants. Ça, c'est plutôt récent. On leur reproche leurs slides PowerPoint qui répliquent et qui transfèrent tout le temps. On leur reproche finalement l'utilisation de ces outils qui ont fait leur force au XXe siècle. Je pense en particulier au General Survey Online, le GSO de McKinsey, qui était un outil incroyablement puissant, une roadmap pour toutes les entreprises, et qui a été vraiment l'outil clé utilisé par les jeunes consultants quand ils arrivaient dans les cabinets de conseil en stratégie. Et bien tout ça, on est dans une période où tout ça c'est en train
comment dire, non pas encore de disparaître, mais d'être vraiment fortement menacés par ce qui se passe. Les grands cabinets voient leur marge se diminuer petit à petit. Et précisément, tout ce qui faisait ce conseil transférable, réplicable, ces outils qu'on réutilisait d'une entreprise à une autre, et puis qui étaient les outils utilisés par les juniors, par les consultants juniors, eh bien, tout ça, les entreprises n'en veulent plus. En fait, elles veulent avoir accès à des experts, à des spécialistes, à des gens qui font du sur-mesure pour leur entreprise et qui ne font pas de copier-coller ou de plaquage d'outils développés auparavant. Et donc, ça veut dire une crise pour ces gros cabinets parce qu'elles ont un modèle qui repose sur une pyramide avec beaucoup de juniors, avec des outils qu'on réplique, qu'on réutilise. Donc ça, c'est la première crise, hein, c'est la première chose la première menace qui se dessine. La deuxième menace, c'est que les grands cabinets de recrutement, les grands cabinets de consulting, ils ont un peu plus de mal à recruter les talents qu'ils recrutaient auparavant. Bruce Anderson, avec le BCG, par exemple, il recrutait l'élite de Harvard. Ça ne suffisait pas d'être diplômé de Harvard, ça ne suffisait pas, il fallait être Rhodes Scholar ou Marshall Scholar, c'est-à-dire faire partie du 1% de l'élite qui avait été dans des programmes extraordinaires où ils avaient fait un échange à Oxford, etc., qui était destiné à être l'élite et le pouvoir de la nation, etc. Tout ça, c'est beaucoup plus difficile parce que la carrière est un petit peu moins attractive, mine de rien. Des rythmes de vie qui ne sont pas toujours très respectueux de l'équilibre qui est maintenant généralement demandé ou exigé de la génération Y. Bien que le concept de génération Y soit très contestable, on va dire ça pour simplifier. Et du coup, ça, c'est une autre des sources de problèmes pour les gros cabinets de conseil. Et puis, surtout, j'ai envie de dire surtout, ce qui s'est passé aussi, c'est la révolution numérique. Et la révolution numérique, elle a amené avec elle la création de très, très grands géants industriels, géants du numérique, qui, eux, fonctionnent selon des règles radicalement différentes. Entre autres choses, ou essentiellement plutôt, ils ont des rendements d'échelle croissants. Ça veut dire que plus leur marché est grand, plus ils produisent, mieux ils produisent. Et du coup, ils ne sont pas du tout dans cette logique de optimisation des process et de process thinking. Ils ne sont pas du tout non plus dans cette logique d'efficience et d'efficacité, mais beaucoup plus dans une logique de conquérir de plus en plus de marchés. Et s'il faut pour ça brûler des milliards de dollars, ils le font. Donc c'est vraiment l'inverse en termes de nécessité et de culture. C'est vraiment l'inverse des grandes entreprises traditionnelles qui cherchent à optimiser les process et à serrer les boulons. Donc, en plus de ça, ces grands géants du numérique, Google n'est pas client du BCG ni de McKinsey. Donc, comme ils mangent petit à petit une plus grande partie de l'économie et qu'ils ne font pas du tout appel au service des consultants, en tout cas de ces consultants-là, là aussi, ça fait un gâteau qui s'amenuise de plus en plus. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de crises. En fait, ce n'est pas forcément la fin du consultant en général, mais en tout cas, c'est la fin de ce consultant archétypique qui a connu son âge d'or au XXe siècle, celui des grands cabinets de conseil et celui du conseil en stratégie, etc. Ça, c'est certainement quelque chose qui est en train de disparaître. Donc, notre première table ronde là, va regrouper trois invités que je vais vous présenter très rapidement, et puis après, on va passer d'une tendance à une autre. En fait, il y a trois grandes tendances ou trois grands phénomènes qui vont complètement transformer ou faire disparaître le consulting à l'ancienne. La première, c'est la fin de la technostructure, la plateformisation, la mise en relation directe entre des experts et des compétences pointues et des besoins sur un marché, des besoins exprimés par un professionnel ou une entreprise. Et pour ça, on va avoir Arnaud Franquinet. Tu peux déjà t'installer comme ça pendant que je présente les autres. Arnaud Franquinet qui connaît très très bien l'univers du conseil puisqu'il a recruté des consultants pendant 10 ans avant de se lancer dans une plateforme qui justement mettra en relation des besoins, des problèmes, on va dire exprimés par une entreprise et des expériences, des experts, des personnes capables de pas forcément des experts, qui sont capables de répondre à ce problème. La deuxième grande tendance ou le grand phénomène, ça me permet d'inviter Gauthier aussi sur la scène, c'est
la révolution des données, la valeur des données. À partir du moment où on est une grande entreprise, une grande organisation publique ou privée, qu'on est assis sur des montagnes de données, alors le terme de big data, on ne l'emploie pas trop parce que c'est tellement vague, ça ne veut rien dire, on discute la taille, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a maintenant la capacité de répondre à des questions de manière très puissante, pourquoi utiliser une tapette quand on peut utiliser un canon? Et là interviennent en fait des nouveaux entrants qui sont entre autres une entreprise qui s'appelle Palantir, qui a été créée il y a plus de 10 ans, qu'on appelle maintenant le géant des big data. Pas terrible, mais qui en tout cas permet à des très très grandes entreprises de créer de la valeur à partir de leurs données. Donc quand ces entreprises ont des données en silo, qu'elles sont incapables d'intégrer, un consultant ne leur sert à rien en gros pour répondre, pour créer de la valeur à partir de ces données. Et puis la troisième grande tendance, je ne sais pas si Miguel est déjà là. Ah, tu veux venir, tu préfères rester là-bas? Tu seras mieux assis ici. Donc la troisième grande tendance, c'est l'innovation radicale. En fait, une entreprise, une de ces entreprises traditionnelles, pour survivre, elle n'a pas besoin, optimiser ses process ou faire mieux pour moins cher, ça ne lui permettra pas de survivre très longtemps. Ce dont elle a besoin, c'est d'innovation radicale. Ce dont elle a besoin, c'est de créer elle-même le nouveau business model qui si c'était quelqu'un d'autre, la détruirait. Et donc, pour parler de ça, Miguel de Fontenay va venir nous parler de Pathfinder. Donc, Miguel a une longue carrière dans le conseil. Il a développé les activités de conseil de Mazars, de Ineum. Il connaît absolument tout dans le domaine du conseil et il l'a quitté. Il l'a quitté pour rejoindre The Family comme associé et créer, lancer Pathfinder. Alors il va nous expliquer ce que c'est. Ils vendent l'innovation radicale aux grandes entreprises, celles auxquelles auparavant il avait vendu du conseil. Maintenant il leur vend des startups et il leur vend quelque chose de très très différent.